Depuis son arrivée à la tête du Burkina Faso en 2022, Ibrahim Traoré fait trembler les vieilles puissances, notamment la France et les États-Unis. De Ouagadougou à Yaoundé, de Lagos à Nairobi, de Pretoria à Bamako jusqu'en Haïti, en Amérique du Sud et dans bien d'autres coins du monde, Ibrahim Traoré est vu comme un héros et certains même l'appellent le nouveau Thomas Sankara. Cependant, à Paris et à Washington, Ibrahim Traoré représente un problème. C'est un problème qui cause des maux de tête, un problème dont il faut impérativement se débarrasser. Mais pourquoi est-ce que ce jeune capitaine dérange autant l'Occident? Est-ce à cause de ses politiques ou à cause de ses choix d'alliance? Quoi qu'il en soit, c'est ce que nous allons voir en nous plongeant tous ensemble au cœur de ce sujet délicat dans cette nouvelle vidéo de Sagesse africaine. En seulement quelques mois, Ibrahim Traoré est devenu une figure centrale de l'Afrique éveillée. Mais pourquoi dérange-t-il autant? Pour le comprendre, il faut remonter à la crise qui l'a propulsé à la tête du Burkina Faso. Avant Ibrahim Traoré, le Burkina Faso est en train de traverser l'une des périodes les plus sombres de son histoire. Depuis 2015, les attaques terroristes se multiplient dans le pays sous le coup de groupes comme AQMI, comme l'État islamique et d'autres petits groupes locaux. Des pans entiers du territoire échappent au contrôle de l'armée et les forces armées sont elles-mêmes débordées quand elles ne sont pas mal équipées ou alors démoralisées. Et c'est ainsi qu'en 2022, le président Roch-Marc Christian Kaboré est renversé par un coup d'état militaire mené par le lieutenant-colonel Henri Damiba, lui-même présenté comme un sauveur pour le Burkina Faso. Sauf que l'espoir est de très courte durée parce que sous le règne de Damiba, la situation sécuritaire du Burkina Faso se dégrade encore plus et la population se sent trahie, la colère commence à monter. C'est donc ainsi que, sans surprise, en septembre 2022, un nouveau coup d'État survient. Cette fois, c'est sous la direction d'un jeune capitaine de 34 ans, presque inconnu, Ibrahim Traoré. Il justifie son action par l'inaction de Damiba face aux groupes armés et l'absence de résultats concrets. Mais pour Traoré, ce n'est pas seulement un changement de visage, c'est-à-dire qu'il ne passe pas simplement d'un militaire X à un militaire Y, c'est surtout le début d'un nouveau tournant idéologique, stratégique et même géopolitique. Ibrahim Traoré naît le 14 mars 1988 à Kéra, dans la commune de Bodonkou, au Burkina Faso. Élève brillant, il poursuit ses études secondaires à Bobo-Dioulasso, où il obtient un baccalauréat scientifique en 2006, puis intègre l'université de Ouagadougou en faculté des sciences. En 2010, Traoré décroche une maîtrise en géologie avec mention. Il est également engagé politiquement durant ses années universitaires. Il milite notamment au sein de l'ANEB, une organisation marxiste, tout en entretenant des liens avec des associations musulmanes au Burkina Faso. Après ses études, il rejoint l'armée burkinabé avec une formation militaire à Pau, dont il sort vice-major en 2010. Rapidement promu, il devient sous-lieutenant en 2012, puis lieutenant en 2014, avant d'être promu au grade de capitaine récemment en 2020, et puis nommé chef d'artillerie de son commandement en mars 2022. Traoré, qui se décrit comme un homme de terrain, participe notamment à plusieurs opérations antiterroristes, démontrant un engagement actif dans la lutte contre l'insécurité au Sahel. Puis arrivera donc ce fameux jour de septembre où Ibrahim Traoré se présente aux yeux du monde après avoir renversé le lieutenant-colonel Damiba par un coup d'État et prenant ainsi la tête du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. À cette date, Traoré n'a que 34 ans et il devient donc le plus jeune dirigeant du monde. Officiellement, Traoré se présente comme un disciple en quelque sorte de Thomas Sankara, célèbre leader burkinabé qui a marqué l'histoire avec son discours
anti-impérialiste, souverainiste et surtout un discours en rupture totale avec la politique occidentale en Afrique, voyant les pays occidentaux, notamment la France, comme l'une des causes principales de l'appauvrissement de l'Afrique. Ibrahim Traoré promet de marcher sur ses pas et même d'aller encore plus loin au point de devenir un casse-tête total pour les Occidentaux. Voici pourquoi. Ibrahim Traoré est un président qui agit. Contrairement au discours politique auquel nous sommes habitués, Ibrahim Traoré a promis des mesures qu'il a tout de suite mises sur pied très rapidement. Le peuple burkinabé et les Africains en général n'ont pas du tout attendu un certain délai pour voir la manifestation de ce qu'il avait promis. Ça, c'est d'une part. Et après 2 ans de pouvoir, son bilan est plutôt élogieux. On a l'impression qu'il a réalisé en 24 mois ce qui n'avait pas pu être réalisé au Burkina Faso en plus de 24 ans, ni dans d'autres pays africains depuis une éternité. Les promesses de la rupture ont donc commencé à se faire jour très rapidement aussi. Déjà, Ibrahim Traoré a tout de suite ciblé son ennemi, à savoir la politique française en Afrique. Je prends dernièrement les propos de Emmanuel Macron sur l'Afrique. Eh bien, tout Africain conscient devrait donc comprendre très vite tout ce qu'il a pu nous dire et qu'est-ce que ça signifie. Le général Tiani a dit il n'y a pas longtemps du changement donc de tactique ou de stratégie des forces françaises en Afrique. Et je pense qu'il est venu le confirmer. Il s'agit de dissoudre et de garder un dispositif socle. Et Emmanuel Macron l'a si bien dit qu'on ne peut que le remercier pour cette sincérité. Donc, conscient de cela, Ibrahim Traoré, tout comme Thomas Sankara, a reposé l'un de ses programmes sur le fait que, en s'éloignant de la France, on s'éloigne également d'un partenaire qui asphyxie le développement des pays africains. C'est pourquoi il a commencé par dénoncer les accords passés avec la France et puis à mettre fin à la coopération militaire entre le Burkina Faso et l'Hexagone, ce qui a conduit à l'expulsion inévitablement des forces françaises du territoire burkinabé et à la fermeture ensuite des bases françaises dans le pays. Des bases militaires, il faut le préciser, mais aussi l'interdiction des vols militaires français au-dessus de l'espace aérien du Burkina Faso. Ibrahim Traoré a remis en question le rôle des troupes françaises dans la lutte effective contre le terrorisme dans le Sahel, puisque la présence française dans la région n'a pas réellement eu d'impact sur le terrorisme, il faut le dire. Mais Ibrahim Traoré est allé plus loin, en désignant la France même comme l'un des principaux instigateurs des attaques terroristes qui déstabilisent le Sahel. Et ça, c'est très fort. Pourquoi est-ce que cela dérange? Eh bien, pour le dire simplement, la France considère le Sahel comme une zone d'influence stratégique pour des raisons historiques, économiques et sécuritaires. Ce qui explique la présence non négligeable des bases militaires françaises dans cette partie de l'Afrique. La perte d'un allié clé comme le Burkina Faso et, par ricochet, le Mali et le Niger veut aussi dire la perte de l'influence et la perte de l'accès aux ressources naturelles présentes dans cette région, ce qui ne peut en aucun cas faire plaisir à la France étant donné que tout cela fragilise son positionnement en Afrique. Mais ce n'est pas tout. Le Burkina Faso a par ailleurs opéré une rupture brutale avec la CEDEAO, l'organisme ouest-africain ayant décidé de sanctionner, mais aussi d'attaquer militairement Ibrahim Traoré et ses alliés, afin de les forcer à rester dans les rangs sous-régionaux. Et devinez qui se trouvait derrière cette volonté d'attaquer le Burkina Faso, le Mali et le Niger, une fois de plus, la France. Et cela a donc permis de mettre à jour le contrôle que certains soupçonnaient déjà de l'Occident sur la CEDEAO et sur les dirigeants des pays membres. En tournant le dos à la France qui était accusée d'entretenir des rapports d'exploitation avec ses anciennes colonies, le Burkina Faso comme le Mali et le Niger a entrepris de tisser des liens avec la Russie, la Turquie et la Chine. Le rapprochement assumé avec la Russie de Vladimir Poutine fait couler beaucoup d'encre. Plusieurs médias français considérant que la Russie essayait de voler à la France ce qui lui appartient de droit, c'est-à-dire ses anciennes colonies africaines. Mais pour Ibrahim Traoré, les relations avec ses nouveaux partenaires représentent plus d'avantages que les supposés accords avec la France qui ont duré des décennies et qui n'ont rien produit
comme fruit. Déjà, la Russie n'a jamais colonisé ni envahi un pays africain, ce qui montre déjà à suffisance le respect qui existe entre les deux côtés. La France, de son côté, considérant que ces anciennes colonies africaines lui appartiennent toujours d'une certaine manière, vu qu'elle a toujours le contrôle sur ces anciennes colonies-là, ce qu'on appelle aujourd'hui le néocolonialisme. De plus, les Russes ont signé des traités avec des pays africains sur des terrains stratégiques dont l'Afrique semble davantage bénéficier qu'avec la France. La Russie, consciente que chaque pays se doit de chercher ce qui est bénéfique pour lui en choisissant ses politiques et ses dirigeants, ne s'est jamais exigée en donneuse de leçons vis-à-vis des Africains. Est-ce qu'on peut en dire autant pour la France? Non. Ce n'est pas possible parce que quand on pense à la France, surtout à la France d'Emmanuel Macron, on se rappelle de son ton paternaliste et particulièrement à chaque fois qu'il est question d'un pays d'Afrique francophone, un ton à la limite de la condescendance et du mépris. D'un autre côté, et toujours selon Ibrahim Traoré, la France a longtemps refusé de vendre des armes aux pays africains, estimant que ces pays n'en avaient pas besoin si leur ancien colon, la France, pouvait être là pour les protéger avec son armée. En d'autres termes, les Français refusent de vendre des armes aux pays africains, soi-disant parce que la France va envoyer elle-même son armée les protéger face aux menaces terroristes. Mais la Russie, quant à elle, a accepté de signer des traités d'armement avec le Burkina Faso, considérant que c'était un pays souverain. Comme la Russie vendait des armes à n'importe quel autre pays au monde, elle en a vendu au Burkina Faso et à tous les États souverains africains qui en ont fait la demande. La France vend des armes en Ukraine, vend des armes au Moyen-Orient. Mais elle refuse de vendre des armes à l'Afrique parce qu'elle n'a pas du tout envie que l'Afrique soit libre de ses mouvements, que l'Afrique se défende elle-même et que l'Afrique surtout puisse repousser ses ennemis qui, selon certains dits de Traoré, seraient également envoyés par la France. C'est un jeu complètement malsain. Et donc le Burkina Faso a bénéficié de la présence des conseillers militaires russes, certains liés à Wagner, et a signé des accords de coopération sécurité avec Moscou, rendant effectif le positionnement médiatique russe dans la région. Ce qui dérange l'Occident à ce niveau, c'est que la Russie cherche à remplacer l'influence française en Afrique de l'Ouest. Le fait pour les pays de l'AES de se rapprocher de la Russie, avec tout l'or que ces pays possèdent, on pourrait y voir un renforcement du mouvement des BRICS. Et à chaque fois que les BRICS se renforcent et s'agrandissent, c'est le bloc Ouest, c'est-à-dire le bloc de l'Occident, de l'OTAN et le bloc du dollar qui s'affaiblit toujours un peu plus. Le rapprochement avec la Russie fait donc partie d'un bras de fer mondial entre grandes puissances. Et en se rapprochant de Moscou, Traoré devient un élément stratégique de la nouvelle guerre froide multipolaire qui voit de plus en plus l'influence occidentale diminuer en Afrique. Les Américains, voulant demeurer les maîtres du monde, perdent en quelque sorte un des moyens pour atteindre cette finalité en Afrique, du moins pour l'atteindre éternellement parce qu'ils le font depuis des années et ça marche. Et pour cela, Ibrahim Traoré est une épine dans la chaussure de l'Occident. Pour eux, il doit être éliminé. Ibrahim Traoré parle constamment de souveraineté et d'émancipation. Comme vous le savez déjà certainement, il fait aussi beaucoup référence aux idées de Thomas Sankara, comme nous l'avons signalé au début de cette vidéo. En dehors du look militaire de Thomas Sankara, Ibrahim Traoré reprend souvent ces thématiques, notamment en dénonçant l'ingérence étrangère des puissances occidentales en Afrique, le néocolonialisme et en appelant à la souveraineté totale du Burkina Faso et de l'Afrique de manière générale. Il insiste sur la nécessité d'un État au service du peuple, tout comme Sankara prônait une gouvernance populaire responsable et éthique. Tous les présidents africains au service de l'ancien colon ne travaillent pas pour leur peuple, mais pour leurs intérêts personnels, celui de leur famille et celui des multinationales occidentales, quitte à laisser le peuple périr. Et chaque leader qui a eu pour ambition manifestée de défendre les intérêts de son peuple et de les placer en priorité a connu un sort, on va dire, néfaste. Si vous dirigez un pays africain et souhaitez faire de votre peuple votre priorité, vous allez obligatoirement vous débarrasser de tout ce qui vous empêche d'atteindre ce but, en commençant par les groupes extérieurs qui contrôlent et exploitent
votre pays. Toutes ces entités qui pillent vos ressources et vous poussent à dépendre d'elles au péril de votre propre souveraineté. Ibrahim Traoré l'a très bien compris. C'est la raison pour laquelle il s'est éloigné des conditions du FMI et de la Banque mondiale, ainsi que des organismes internationaux qui gardent leurs genoux sur la nuque des Africains. Il est donc un ennemi de ce système perfides qui perdure depuis des décennies. Et comment parler de souveraineté sans évoquer le fameux franc CFA? Un pays souverain ne peut utiliser une monnaie produite par un autre pays, dans un autre pays, selon les conditions d'un autre pays. C'est impossible. Et donc, tout comme Thomas Sankara, Ibrahim Traoré est complètement opposé à l'usage du franc CFA, puisque cette monnaie coloniale qui est imprimée en France et qui est servie à plus de 15 pays en Afrique est imposée aux Africains. Selon tous les experts, c'est une arme de l'impérialisme français, un objet d'appauvrissement et de fragilisation de l'Afrique. Ibrahim Traoré et les autres leaders de l'AES s'inscrivent dans cette logique de Thomas Sankara et de bien d'autres pour éliminer le franc CFA de l'environnement économique et monétaire africain. Certes, cela prendra du temps puisqu'on ne change pas la monnaie d'un pays comme on change de chemise, mais ces leaders ont clairement mis un point d'honneur à inscrire cette action dans leur programme à long terme. Nous verrons avec le temps ce que cela va donner, mais nous leur souhaitons déjà de réussir et de montrer le chemin à d'autres dirigeants de notre continent. Et vous savez très bien ce qui est advenu des dirigeants africains qui ont affiché ces ambitions. Thomas Sankara déjà, Lumumba, Sylvanus Olympio et plus récemment Muammar Kadhafi. La liste est longue. Ils ont tous disparu. Le Burkina Faso fait partie des pays africains ayant les plus grandes réserves d'eau. Mais jusqu'en 2022, ces gisements d'eau étaient exclusivement exploités par des entreprises françaises, canadiennes, américaines ou australiennes. Sauf que le plus gros des revenus allait à ces entreprises et seules quelques miettes rentraient dans les caisses du Burkina Faso. Pour dire que l'or du Burkina Faso n'a que rarement profité au peuple burkinabé. Dans son élan de souveraineté et de priorisation du peuple, Ibrahim Traoré a retiré les contrats établis avec ces entreprises étrangères et a naturalisé l'exploitation de l'or et de toutes les autres ressources naturelles du pays. Il a instauré un fonds de souveraineté alimenté par les revenus de l'or et il a mis en place des mécanismes de contrôle étatique plus stricts. Cela veut dire que le peuple burkinabé exploite désormais ses ressources lui-même. Et les revenus de ces exploitations sont utilisés pour améliorer les conditions de vie du peuple. Les résultats sont là. Création d'emplois, investissement dans les nouvelles technologies, renforcement des équipements militaires, financement des agriculteurs, hausse effective des salaires minimums, création de nouvelles entreprises et renforcement de l'industrie locale. Toutes ces mesures séduisent les peuples, mais dérangent les multinationales et les anciens parents parce qu'elles touchent directement là où ça fait mal, c'est-à-dire les finances. Plusieurs Français reprochent d'ailleurs à Emmanuel Macron d'être à l'origine de cette émancipation progressive de l'Afrique qui coûterait beaucoup trop d'argent au trésor français, quand on sait que la France est de plus en plus asphyxiée économiquement et hautement endettée. C'est dans cette lancée qu'en 2024, l'ex-chef d'état-major des armées françaises, le général Lecointre, préconisait, tenez-vous bien, une recolonisation militaire de l'Afrique par la France et l'Europe dans les 10 prochaines années. Préparons-nous. Le dernier axe de notre analyse porte sur la peur de la contagion du panafricanisme. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, à côté du danger financier que représente Ibrahim Traoré pour l'Occident, l'autre gros problème qu'il incarne est celui de l'effet domino. Je m'explique. Avec la popularité médiatique dont jouit Ibrahim Traoré, l'Occident craint qu'il ne devienne une inspiration pour le soulèvement panafricain contre les anciens empires. Pour le dire simplement, la plupart des dirigeants africains qui se soumettent à l'ordre impérialiste le font soit pour leurs intérêts propres, soit par peur d'être éliminés quand on sait que tous ceux qui ont voulu soulever la tête pour s'insurger contre le néocolonialisme ont effectivement eu leur tête coupée.
Ces éliminations et ces opérations de déstabilisation sont des armes utilisées par l'ancien colon pour dissuader les Africains de se rébeller. Et donc, voir le Burkina Faso et les pays de l'AES prendre leur destin en main de manière véritable pourrait encourager d'autres leaders africains à se débarrasser une fois pour toutes du joug impérialiste. Traoré s'exprime souvent dans un langage populiste et anti-impérialiste en mettant l'accent sur la jeunesse, sur la souveraineté et la résistance. D'ailleurs, vous connaissez sans doute son mot d'ordre: la patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Et avec tout cela, il a réussi à mobiliser une très grande partie de la jeunesse qui est présente sur les réseaux sociaux et à les galvaniser en masse. Et pour cela, Ibrahim Traoré est devenu en quelque sorte un symbole régional. Ses discours circulent largement au Mali, au Niger, au Tchad, en RDC, en Côte d'Ivoire, etc. Et vu à quel point il est de plus en plus populaire, il pourrait donc facilement fédérer toute une génération anti-système, ce qui menace l'influence culturelle et politique de l'Occident sur le continent africain. Et pour éviter que tout cela arrive, ils veulent se payer la tête d'Ibrahim Traoré, tout simplement. Et comment est-ce qu'ils comptent s'y prendre? Déjà, ils ont commencé par l'arme médiatique, ce qu'on pourrait appeler le sabotage médiatique. Vous savez à quel point les Français sont forts quand il s'agit de détruire médiatiquement un dirigeant qui ne fait pas leur bonne volonté, notamment les dirigeants africains. Nous avons vu cela, mais là où le bas blesse, c'est que contrairement à il y a une quarantaine d'années, lorsque nous n'avions même pas l'électricité, et contrairement à une dizaine d'années quand nous avions à peine Internet, la majorité des jeunes Africains aujourd'hui sont connectés à Internet et ils reçoivent l'information beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Ils reçoivent donc une information qu'ils peuvent eux-mêmes trier, qui n'est plus uniquement dirigée et décidée par France 24, RFI, Jeune Afrique, etc. L'autre pan de ce revers, c'est que avec l'avènement et l'expansion des réseaux sociaux, il y a de plus en plus de décideurs qui vont donner la parole à d'autres personnes que les médias que nous connaissons traditionnellement ne vont pas nous montrer. Nous avons beaucoup de médias indépendants et ça nous permet de faire la part des choses et d'analyser par nous-mêmes. L'autre chose qu'ils peuvent essayer, et qu'ils ont même déjà essayé, c'est de continuer d'accuser Ibrahim Traoré faussement, comme ça a été le cas avec le général Michael Langley, le dirigeant américain de l'Africom, qui a accusé Ibrahim Traoré de voler l'or du Burkina Faso pour sa protection personnelle. Sauf que ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce que Ibrahim Traoré aurait envie de se protéger alors qu'il est déjà dans l'armée, il est entouré de militaires? Ça n'a absolument aucun sens. Et Ibrahim Traoré a répondu à cela en disant que déjà il avait renoncé à son salaire de président. Il ne touche pas son salaire de président parce qu'il n'en a pas besoin. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir en fin 2022, il se contente encore et jusqu'ici de son salaire de militaire. La deuxième chose, Ibrahim Traoré a déclaré il y a peu qu'avant son arrivée au pouvoir, le Burkina Faso, qui est l'un des plus grands producteurs d'or d'Afrique, n'avait aucune réserve propre d'or. Ça veut dire qu'il n'y avait absolument aucune réserve d'or à l'intérieur du Burkina Faso, qui fait partie des 5 pays africains ayant les plus grandes réserves d'or du continent, parce que, et simplement, tout l'or du Burkina Faso était exporté soit vers la France, soit vers les États-Unis. Et aujourd'hui, qu'ils ne peuvent plus s'accaparer de cet or, on va accuser Ibrahim Traoré injustement et on va lancer de fausses rumeurs sur lui pour le détruire auprès de l'opinion publique, comme cela avait été fait avec Kadhafi, comme cela a été fait avec Bachar al-Assad en Syrie. On va le détruire médiatiquement, ou plutôt on va détourner l'opinion internationale de lui, on va essayer de lui donner une mauvaise image pour que l'opinion internationale se détourne de lui et ainsi légitimer facilement une attaque militaire ou alors un coup d'État qu'il pourrait faire contre lui dans les prochains mois. Mais là également, c'est difficile parce que contrairement à Kadhafi ou contrairement à Bachar al-Assad et à nos dirigeants africains d'avant que nous saluons ici, Ibrahim Traoré s'est allié avec le Mali et le Niger, ce qui déjà les rend plus forts. Il a le soutien de la jeunesse burkinabé et de la jeunesse africaine de manière générale et il devient donc en quelque sorte plus difficile à atteindre que les autres dirigeants que je viens de citer. Ils ont essayé des coups d'État,
Plusieurs, ça n'a pas marché. Rien qu'en cette année 2025, ils en ont déjà essayé 2 contre Traoré, ça n'a pas marché. En fin d'année 2024, ils ont fait entrer plus de 5 milliards auprès des militaires burkinabés pour tuer Ibrahim Traoré, mais ce coup a été déjoué. Ils ont essayé de se payer le garde du corps d'Ibrahim Traoré afin qu'il le trahisse contre une grosse somme d'argent, bien évidemment, qui est imprimée en France, ça ne coûte rien. Celui-ci n'a pas accepté. Ça veut dire que Ibrahim Traoré est toujours en danger et il le sera toujours tant qu'il continuera de représenter une menace pour les intérêts de la France en Afrique. Peu importe s'il est là pour le bien de son peuple et peu importe s'il est là pour le bien de notre continent. En conclusion, ce n'est pas Ibrahim Traoré que l'Occident redoute le plus, mais c'est plutôt ce qu'il incarne, c'est-à-dire une jeunesse debout, une Afrique qui ose dire non, une Afrique qui décide par elle-même de ce qui est bon pour elle. Ibrahim Traoré est la représentation vivante de l'expression « l'Afrique aux Africains ». Cette expression est longtemps restée un slogan, mais avec Ibrahim Traoré, ce slogan devient une réalité et c'est ce que nous souhaitons pour nous tous. Alors, pourquoi veulent-ils sa peau? Tout simplement parce qu'il essaye de libérer l'Afrique comme nous en rêvons depuis des siècles.